Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 15 février et à la une de cette édition, plusieurs missions sont attendues à Mayotte pour étudier l'essaim de séismes. 9 mois après le début du phénomène, les scientifiques du monde entier s'intéressent aux secousses devenues quasi quotidiennes sur le département. Plusieurs instruments vont ainsi être installés sur terre comme dans les eaux profondes afin de décortiquer cet essaim. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur de cabinet du préfet et le directeur du BRGM. Ils sont tous deux revenus sur ces missions à venir, tout en faisant le point sur les nouvelles données collectées. Au montage, Leslie Vimonet. Hier, la préfecture a annoncé que plusieurs missions financées par l'État seront prochainement à Mayotte. La première est composée d'une équipe de l'Institut de physique du Globe de Strasbourg et de l'Observatoire du Piton de la Fournaise de La Réunion. Cette dernière va installer 3 sismomètres, un accéléromètre et un GPS de haute précision sur les communes de Mtsamboro, Kanikeli et Pamanzi. Par la suite, une équipe de l'Institut de physique du Globe de Paris sera à Mayotte du 23 au 27 février 2019 afin de déployer en mer 6 sismomètres en profondeur. Objectif, mieux connaître l'essaim de séisme qui frappe Mayotte depuis plus de 9 mois. Il y a plusieurs équipes qui vont venir de différents instituts, de différents centres de recherche qui viennent sur Mayotte ces prochains jours et ça va s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin à peu près, qui viennent pour instrumentaliser, c'est-à-dire mettre des sismomètres, des accéléromètres et différents autres objets de mesure sur l'île, mais aussi dans les environs, en particulier autour de la zone de l'essaim de séisme, où on aura des sismomètres en profondeur, en mer, et aussi sur les Glorieuses, puisque l'enjeu de cette instrumentalisation, c'est d'obtenir le maximum de données, et surtout de pouvoir obtenir ce qu'on n'a pas aujourd'hui, une triangularisation, c'est comme ça que ça s'appelle, au niveau, pour pouvoir bien identifier l'ensemble des zones qu'on peut avoir. Et notamment le point GPS, pour savoir précisément où il est, la triangulation elle est obligatoire là-dessus. Voilà, c'est la triangulation pour avoir effectivement être le plus précis sur où est l'épicentre de ce phénomène sismique. Pour compléter ce dispositif, un sismomètre et un GPS de haute précision seront déployés par l'Observatoire du Piton de la Fournaise sur l'archipel des Glorieuses. Cette installation est programmée à la mi-mars. Enfin, une campagne océanographique qui vise à imager et étudier les fonds marins est en cours de discussion avec l'IFREMER et devrait intervenir d'ici la fin du mois de juin. Par ailleurs, si l'activité sismique reste élevée, le BRGM constate une baisse dans l'intensité des secousses relevées. Quand on observe l'énergie qui a été dissipée depuis le 10 mai, sur les 44 premiers jours, on a eu 90% de l'énergie qui a été dissipée. Donc depuis, on a une activité qui est persistante, qui est identifiée, mais qui est relativement... Qui est sur une courbe descendante. Qui est pas sur une courbe descendante, parce qu'en termes de cumul d'énergie, on a toujours une légère croissance, mais on a une pente qui est faible, c'est-à-dire que l'énergie, sur les 30-40 premiers jours, on a eu une énergie considérable qui a été dissipée. Il faut bien savoir qu'entre un 5 et un 6, on a x30 en termes d'énergie. C'est ça, voilà. L'État souhaite approfondir la connaissance du phénomène et apporter des réponses à la population. C'est notamment le cas pour la question de ces poissons retrouvés morts dans la zone de l'essaim il y a quelques jours. Sur les poissons morts, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelques témoignages de pêcheurs, je suis venu ici d'ailleurs pour en parler. Oui, tout à fait. On a eu un poisson qui a été ramené par les pêcheurs dans un état de conservation qui, c'est pas leur faute, il était un vendredi, donc il a été congelé pendant 3 jours et on l'a récupéré le lundi. Donc les organes étaient un peu plus compliqués à analyser, mais il y a une autopsie qui a été faite, mais on n'a eu qu'un seul. Donc on ne peut pas baser une réponse par rapport à une donnée scientifique, par rapport à un seul spécimen analysé. Mais alors l'analyse, je peux le dire très clairement, il n'y a pas de mystère là-dessus. L'analyse dit quoi? Elle dit tout simplement qu'a priori, au vu des éléments qu'on a eus, le poisson aurait eu peur, serait remonté très vite dans la colonne d'eau, et pour des raisons qui sont très simples et qui sont biologiques, c'est que sa vessie qui lui permet de se dilater ou pas aurait explosé, et donc le poisson est mort et remonté à la surface. Voilà. Après, est-ce qu'on peut en tirer d'autres phénomènes ou d'autres conclusions? À ce stade, non. En clair, afin de tout connaître sur cet essaim de séisme, il convient de patienter encore quelques semaines. Politique, dans votre 19h, dans 2 ans, l'exécutif au conseil départemental sera renouvelé. En attendant, les dissensions restent toujours aussi fortes entre majorité et opposition. Chef de file des détracteurs de l'exécutif, Daniel Zaïdani était sur notre plateau ce matin. L'ancien président du conseil général est vivement monté au créneau suite à l'acquisition prochaine d'un bâtiment à Paris. Après des années de location, le conseil départemental va acheter sur ses fonds propres un ancien hôtel particulier établi sur 3 étages.
Ce dernier doit devenir une vitrine pour Mayotte, une vitrine jugée trop onéreuse et sans intérêt par le conseiller départemental de Pamandzi. Je vous propose de l'écouter. Vous n'allez pas me dire que la priorité d'investissement à Mayotte, c'est d'acheter un manoir à 12 millions d'euros à Paris, dans le 16e arrondissement, à côté de l'ambassade des Comores. Soyons sérieux. Bon, je ne sais pas si c'est de la concurrence qui a voulu être fait, mais voilà. Soyons bien clairs, si c'est pour faire des réceptions, je pense qu'on peut louer pour moins cher un local pour une journée et faire une réception. Là aujourd'hui, ce manoir, je suis allé sur Google Maps pour voir concrètement où il était. Donc vous vous rendez compte que c'est dans une rue peu fréquentée, dans une rue où il n'y a pas de métro à proximité, dans un endroit où il n'y a pas de vitrine visible de l'extérieur. Donc encore une fois, ce sera un lieu où il n'y aura pas, où Mayotte ne va pas briller si ce n'est mettre un drapeau devant la bâtisse. Donc soyons très sérieux. Pour moi, c'est un investissement qui ne sert à rien. Je pense que les priorités étaient ailleurs et c'est un très mauvais signal lancé aux Mahorais, aux sportifs mahorais qui s'apprêtent à jouer les Jeux des îles, aux jeunes qui attendent de voir des PMI, aux routes qui sont délabrées comme celle de Passamenti ou celle du Sud. Donc c'est un signal extrêmement négatif lancé à la jeunesse mahoraise. Tout autre sujet maintenant. Ce matin, les membres de l'association Oulangana Nyamba ont recensé les traces et cadavres de tortues sur la plage de Papani. Ce recensement réalisé toutes les 2 semaines fait partie des missions prioritaires des bénévoles. En effet, il permet de chiffrer les dégâts et d'adapter les politiques publiques aux réalités de ce fléau. Sur cette seule matinée, 6 nouveaux cadavres ont été retrouvés. Paul-Arthur Avit a pu suivre les membres de l'association qui tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Reportage. Ce matin, les membres de l'association Oulangana Nyamba et les membres du REMAT, le réseau échouage mahorais des mammifères marins et des tortues marines, se sont donné rendez-vous sur la plage de Papani. On fait ce qu'on appelle un recensement des montées de tortues sur la plage de Papani. On vient toutes les 2 semaines compter les traces de tortues. Tout ça pour estimer la fréquentation, savoir combien il y a de tortues qui viennent monter et pondre sur cette plage. Donc c'est un suivi scientifique qui est réalisé également sur d'autres plages à Mayotte par d'autres partenaires. Et on en profite également pour faire un recensement des cas de braconnage donc sur la plage de Papani. Tout ça dans le cadre du REMAT. C'est une activité qui est encadrée et on est autorisé par exemple à manipuler les cadavres de tortues sur cette plage. Des braconnages toujours aussi nombreux malgré les mesures mises en place. Le problème, le fait que les braconniers cachent de plus en plus les cadavres en les enterrant ou en les lançant dans la mer. Cela complique énormément le comptage. Les membres de l'association mesurent et peignent les carcasses pour être sûrs de ne pas les recompter lors d'un prochain passage. Les personnes habilitées de Oulangana Nyamba participent dans le cadre du REMAT au recensement des tortues braconnées. Donc là aujourd'hui on a recensé 6 tortues, ce qui fait que depuis le début de l'année ça fait 26 tortues braconnées sur le site de Papani uniquement. N'oublions pas que l'association a mis en place une pétition pour pouvoir augmenter les effectifs des gardes nature pour lutter contre le braconnage. Vous pourrez la retrouver sur le site change.org et sur la page de Oulangana Nyamba. La création d'un groupe de participation citoyenne, la loi pour une école de la confiance ou encore le secteur de Bouéni plongé dans le noir, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au bref de ce vendredi 15 février. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a souhaité créer dans chaque département d'Outre-mer un groupe de participation citoyenne. Ce groupe sera associé à la conférence régionale du Grand Débat National qui se tiendra à la fin du mois de mars sur Mayotte. Ce groupe sera associé à la conférence régionale du Grand Débat National qui se tiendra à la fin du mois de mars sur Mayotte, aux travaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, ainsi qu'aux consultations sur tout sujet proposé par le préfet, notamment dans le cadre de la dynamique citoyenne issue des Assises des Outre-mer. Ce groupe sera constitué de 2 citoyens par commune après tirage au sort parmi les volontaires. Il sera donc constitué pour Mayotte de 34 Mahoraises et Mahorais à parité égale. La préfecture lance donc un appel à candidature. La durée d'engagement au sein de ce groupe est annuelle. Toute personne majeure résidant à Mayotte et inscrite sur les listes électorales n'exerçant pas un mandat électoral, syndical ou consulaire peut se porter candidate à compter du 15 février jusqu'au 1er mars 2019 inclus. Le tirage au sort aura lieu au début du mois de mars prochain.
Le projet de loi pour une école de la confiance voulu par le président de la République a été voté par l'Assemblée nationale mercredi dernier. Celui-ci abaisse l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, que ce soit dans les écoles ou dans les familles. Dans les faits, 98,9% des enfants de 3 à 5 ans sont déjà scolarisés. Par ailleurs, un amendement LREM a été voté pour permettre, en cas de refus d'inscription par un maire sans motif légitime, que le directeur académique procède à cette inscription. Pour la mise en place de cette nouvelle mesure importante, Jean-Michel Blanquer a assuré que son ministère de l'Éducation fera preuve de bon sens. Reste maintenant à savoir comment cette mesure va se mettre en place à Mayotte, où le manque de moyens matériels et humains est criant. Selon les maires de Mayotte, il sera très difficile d'appliquer cette nouvelle loi dès la rentrée prochaine. Le ministre a promis des postes en plus pour la Guyane et pour Mayotte, mais en ce qui concerne les salles de classe, les manques sont impossibles à combler dans les délais. Hier à 19 h, le poste principal qui alimente le secteur de Bouéni a subi une importante avarie. Selon EDM, les 1280 clients alimentés dans ce secteur sont restés sans électricité jusqu'à ce matin aux alentours de 11 h. Depuis hier soir, des opérations ont été engagées afin de localiser précisément le défaut. La SOGEA et Colas ont également été mobilisés dans la gestion de l'incident. Par ailleurs, EDM, avant cet incident, avait engagé des travaux visant à sécuriser l'alimentation électrique de cette zone. Ainsi, depuis décembre 2018, des opérations de mise en service d'une seconde ligne entre Bambo-Est et Mzouazia ont été initiées. Cette mise en service initialement prévue pour la semaine prochaine doit permettre de secourir le tronçon en cas d'incident. Et au vu de l'urgence, sa mise en service a été accélérée, tandis que des groupes de secours ont été acheminés sur place afin de pallier à toute éventualité. Analyser les images, c'était aujourd'hui le thème de la conférence dispensée par Bruno Girard, enseignant au CUFR de Mayotte et docteur en analyse filmique. Du journalisme audiovisuel à l'univers cinématographique, le conférencier a tenté d'éclairer ses auditeurs sur le sens des images qui nous entourent et l'interprétation qu'il en est faite. Cette conférence inaugurale était le point de départ d'autres projets. L'enseignant compte en effet prochainement proposer des séances de diffusion filmique suivies d'ateliers d'analyse, de quoi relancer l'intérêt à l'image sur l'île et armer les jeunes générations à comprendre puis trier les images qui les submergent au quotidien. Marion Tellier. La conférence débute avec la diffusion d'un échange houleux entre le philosophe Michel Onfray et le journaliste Patrick Cohen sur un plateau de télévision. Le sujet de leur discorde, la couverture médiatique du mouvement des Gilets jaunes. Tous deux sont en réalité confrontés à une même problématique. L'image ne constitue pas le réel, elle n'en est qu'une représentation. Choisir ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas veut déjà dire quelque chose. Une difficulté omniprésente dans l'univers journalistique, une aubaine dans celui du cinéma. Il y a quelque chose derrière la télévision, c'est l'idée de tout montrer. D'ailleurs, c'est la demande des spectateurs. Si vous leur montrez qu'une partie, ils vont vous dire « mais pourquoi vous n'avez pas montré ces images ?» Donc le problème de la télévision, c'est d'être en capacité de tout montrer, mais c'est impossible, c'est une tâche impossible. Alors que le cinéma, lui, au contraire, c'est pain béni pour lui qu'on ne puisse pas tout montrer, puisqu'il travaille la représentation. Il transforme, il déforme, il déplace. Un travail que le conférencier a aujourd'hui mis en lumière en diffusant quelques extraits de films d'illustres réalisateurs, à l'instar de David Lynch, Federico Fellini ou encore d'Andrei Tarkovsky. Tous ont en commun une virtuosité dans la construction de l'image et du sens à lui donner, de quoi susciter nombre de débats au sein des communautés cinéphiles. À Mayotte, malgré l'absence de salles de cinéma, ces passionnés de l'image existent bel et bien. Cette année, Bruno Girard et une dizaine d'étudiants du CUFR ont créé un atelier de réalisation cinématographique. L'atelier, il a débuté depuis maintenant 3 mois, je dirais, et il a en point d'orgue, en ligne de mire, donc la réalisation d'un film. Le casting va bientôt avoir lieu. On a disposé des affiches un peu partout dans Mamoudzou et puis également au CUFR. D'ailleurs, on invite les personnes qui verraient donc cet échange à se présenter, à se présenter à nous. On a fini le découpage, enfin bientôt fini. Et donc on devrait tourner les premières scènes d'ici un mois ou 2, il me semble. Prochain rendez-vous pour ces étudiants, le festival de Vence qui se tiendra du 30 juin au 5 juillet. Pendant une semaine, les participants de ce marathon du film devront réaliser un court-métrage sur une thématique donnée et le défendre devant un jury de professionnels du film. Je me tourne maintenant vers l'invitée de la rédaction, une invitée un peu spéciale puisqu'elle est très familière de ce plateau et notamment de la place que j'ai la chance d'occuper ce soir. Amina Ariti, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors vous possédez plusieurs casquettes et ce soir ce n'est pas la femme de médias que nous accueillons, ce n'est pas la femme politique, la femme de culture, c'est la productrice. Est-ce que c'est un rôle nouveau pour vous? Oui, un rôle nouveau auquel je m'étais essayée il y a quelques années déjà, mais je n'étais pas allée plus loin et l'idée était restée dans ma tête et là les choses ont fait que j'ai peut-être ressorti cette casquette et, pour pouvoir proposer ce nouveau programme dont on va parler. Alors justement, vous parliez d'idées, cette émission elle s'appelle Un jour dans la peau d'un pro, elle est diffusée sur KTV le mercredi à 19h45. Comment vous est venue cette idée de faire une émission Un jour dans la peau d'un pro? En fait, je suis partie d'un constat, donc un vécu moi-même. Hein, j'ai fait des études, notamment des études de droit, je me destinais à devenir avocate. Arrivée pendant les périodes de stage, je me rends compte au fil du temps que ça ne me plaît pas et que c'est pas comme ça que je voyais ma vie professionnelle les années à venir. Et j'ai pris la décision de m'arrêter, de me réorienter, de trouver une autre voie. Mais laquelle? C'est là où le parcours du combattant a commencé. J'ai tâtonné jusqu'à trouver voilà, ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit, en fait, quelque part, ça aurait été bien qu'à un moment, on puisse avoir des temps d'arrêt comme ça, où on puisse nous donner la main, nous dire, ben voilà, tu peux peut-être plus faire ça. Finalement, c'est cette opposition entre une formation qui est très théorique et finalement des réalités sur le terrain qui vous ont poussé justement à vouloir montrer ce que c'était à la télévision. Exactement. L'idée, c'est de se dire, on se fait souvent des représentations de certains métiers, de certaines professions, or qu'une fois qu'on y est, une fois qu'on y est confronté, on se rend compte de beaucoup de choses et avec le temps, peut-être une lassitude et un besoin de changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font des reconversions professionnelles, donc c'est aussi lié à ça, dans certains cas en tout cas. Alors justement, c'est une émission qui dure 13 minutes. Je vous propose de regarder un petit extrait d'1 minute 30 pour voir un peu ce que ça donne. Viens Abdou. 1, 2, 3. Tu vas être calme. Allez, hop là. Allez. On se met là. Abdou, lâche-toi, chérie. L'enfant qu'on a vu là tout à l'heure, c'est un enfant qui présente un trouble autistique et donc du coup, des fois, c'est difficile pour lui d'être en contact avec nous, donc c'est pourquoi. Voilà. Par contre, c'est un enfant qui est sous traitement parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Donc on est obligé de surveiller les traitements. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des parents qui ne savent pas pourquoi l'enfant prend le traitement. Pour chacun de ces patients, Toefria est en effet très attentive aux effets secondaires provoqués par la prise de certains médicaments. Pour ne prendre aucun risque, elle tient un tableau récapitulatif dans lequel elle a tout répertorié. Tu vois, la dépakine, l'effet secondaire, c'est nausée, prise du poids, tremblement, confusion, réaction cutanée. Donc moi, l'enfant qui est sous dépakine, je suis obligée de poser la question à la maman. S'il n'a pas de nausée, si l'enfant n'a pas envie de vomir. Après plusieurs heures passées aux côtés de sa tutrice, Afswat réalise que l'idée qu'elle se faisait du métier d'infirmière n'était pas vraiment celle-ci. De retour en plateau, on a vu cet extrait. Avec qui travaillez-vous? Quels sont vos partenaires? Comment vous trouvez les étudiants et éventuellement aussi les entreprises capables de les accueillir? Alors c'est un travail que j'ai commencé depuis 3 ans maintenant. Le projet est né en gros il y a 3 ans. Et j'ai commencé à démarcher, à discuter autour de moi, à parler à des jeunes, à parler à des structures qui s'occupent de jeunes, notamment de les conduire vers leur avenir professionnel. Et tout doucement, en fait, j'ai commencé à tisser des relations avec certaines personnes. Et de là, en fait, tout doucement, on est arrivé à un constat qu'effectivement, il y avait un besoin peut-être de mieux faire prendre conscience aux jeunes du projet, en fait, enfin les pousser à mieux travailler leur projet professionnel. Et s'il faut passer par cette immersion, eh ben, pourquoi pas. Et donc là, je suis en train de continuer le démarchage auprès des structures. Donc certaines se sont montrées très intéressées. Donc on attend. Vous avez été bien accueillis justement? Oui, parce que le programme est intéressant, le programme est nouveau et ça change. Enfin, c'est ce que j'ai eu comme retour. Et on ne s'imaginait pas, en fait, chacun trouvera après dans ce programme plein de choses. Il y a ceux qui vont découvrir des métiers, ceux qui vont apprendre des choses sur ne serait-ce que des structures, ce qu'elles font, notamment dans celles qu'on a vues dans l'émission. Donc il y a pas mal de choses en fait qui rapprochent et qui font que chacun y trouve son compte en fait. Alors pourquoi ce format 13 minutes? C'est un format un peu particulier, on n'est pas sur du 26 minutes ou sur un format
effectivement de reportages plus de 52 minutes, assez long. On est sur 13 minutes. Pourquoi avoir choisi ce format-là? Alors clairement, ici, je m'adresse à des jeunes tout particulièrement, et on sait que les jeunes aujourd'hui, il faut pouvoir capter leur attention. Et pourquoi justement j'ai choisi le format d'une émission et non pas un autre programme? Parce que on est à l'ère du numérique, tous les jeunes sont connectés à travers leur téléphone, toute la journée ils sont sur des émissions, sur des chaînes YouTube. Donc c'est comme ça que je vais chercher ma cible en leur proposant ce programme qui est facile à regarder, 13 minutes, ça passe très vite et donc voilà, c'est facile à regarder, en même temps c'est hyper percutant, on peut avoir des idées une fois les 13 minutes passées. Est-ce que l'objectif aussi c'est de créer des vocations? Parce qu'on sait c'est vraiment difficile de trouver sa voie, et notamment à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes, il manque de formation. Est-ce que vraiment c'est ça que vous recherchez au fond, c'est de permettre à des jeunes de trouver leur vocation? Oui, en fait, il y a de tout ça. Il y a trouver sa vocation, peut-être aussi revoir une orientation qu'on pensait être la bonne, plutôt que d'attendre d'arriver. Moi, ça m'est arrivé à la fin, à la 3e année après le bac, donc en licence, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça, mais j'étais déjà lancée. Donc je suis allée jusqu'au bout, et après, je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un autre cursus dans un autre secteur? Mais voilà, l'idée, c'est de leur poser la question avant même qu'ils s'engagent. Et s'ils ne le savent pas, pour ceux qui n'ont aucune idée, peut-être créer des vocations en leur montrant de nouveaux métiers, en leur montrant des métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé, par exemple. Alors c'est une émission qui va être diffusée toutes les semaines ou qui va avoir un intervalle un peu différent? Voilà, en fait, comme là on a entamé déjà l'année scolaire, donc la saison pareil au niveau de la télé, on est presque à la fin de la saison, c'est la seconde moitié de la saison. Donc l'idée c'est jusqu'au mois de juillet, avoir 2 émissions par mois, et après à la rentrée, en fonction des partenariats qui vont être noués, une émission par semaine, sachant que l'émission sera couplée aussi à un site internet qui proposera énormément de programmes pour les jeunes. C'est une émission qui est made in Mayotte, si je ne me trompe pas, donc même au niveau de la réalisation, et on le voit, le résultat est aussi est très très bon. Donc aussi à Mayotte, on a de la qualité, on a des personnes qui savent très bien travailler. Justement, c'est à l'image de ce qu'on souhaite à la jeunesse mahoraise. Enfin, moi, j'ai beaucoup prôné l'excellence, et l'excellence, ça se travaille, ça ne tombe pas du ciel. Et justement, en leur proposant des programmes comme cela, c'est aussi leur montrer que c'est accessible et qu'il suffit de le vouloir et d'y mettre un peu d'huile de coude, de persévérance, et finalement, ça peut être à la portée de chacun d'entre eux. Amina Hariti, pour conclure, c'est une émission qui va être diffusée mercredi à 19h45, c'est ça? Donc tous les mercredis jusqu'au mois de juillet à 19h45, toutes les 2 semaines. Voilà, toutes les 2 semaines, voilà, sur KTV. Et puis il y a aussi une chaîne YouTube en fait qui sera consacrée, où on pourra retrouver en replay l'ensemble des émissions, et notamment sur le site internet qui sera normalement accessible courant mars. Si on veut vous contacter, on passe par le site internet? Alors, il y a une adresse mail, donc contact@aucarrefourdespros.com. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Amina Hariti. Et puis, au plaisir de vous revoir très bientôt sur notre plateau, que vous connaissez très très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est ainsi que s'achève cette édition. Pour ma part, je vous donne rendez-vous week-end oblige, lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.